Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une dernière fois à Londres pour la dernière partie bonus avec la visite exclusive du palais de Kensington ainsi que d'une exposition qu'il y avait à ce moment. En effet, la demeure a accueilli l'année dernière l'exposition Dress Code qui dévoilait pour la première fois une importante collection de vêtements royaux. Elle invitait les visiteurs à explorer les codes et conventions de l'habillement royal. Son objectif était d'expliquer l'impact puissant que la mode peut avoir lorsque les frontières sont repoussées et que les codes vestimentaires évoluent. Dress Code mettait ainsi en lumière des pièces emblématiques ainsi que des costumes rarement exposés avec des pièces d'exception issues des archives de la Royal Ceremonial Dress Collection. Le parcours d'exposition couvrait 500 ans d'histoire britannique. La première section, l'élaboration des codes, présente le contexte des codes vestimentaires et propose des études de cas thématiques explorant les tenues de cérémonie, de cours, de politique, de travail et d'occasions diverses. La salle suivante explore les rites de passage, notamment l'histoire des robes de mariée blanches, et présente une robe de mariée en damas lamé or de 1927, jamais exposée auparavant. Cette magnifique robe en soie ivoire et noire de Reville a été portée par Annie, Lady Holcroft, lors de sa présentation à la cour du palais de Buckingham devant le roi George V et la reine Marie en mai 1928. La présentation à la cour était un rite de passage important pour les femmes de la haute société qui ne pouvaient y être présentées que par une femme ayant elle-même été présentée auparavant. Annie avait environ 60 ans à l'époque, ce qui montre que, contrairement à l'idée reçue selon laquelle les présentations à la cour étaient réservées aux jeunes femmes, n'était pas le cas. Elle mourut malheureusement l'année suivante. Cette robe ornée d'un panache de 3 plumes, d'un voile, d'une traîne attachée aux épaules et d'un éventail de plumes était conforme aux règles vestimentaires applicables aux femmes fréquentant la cour telles que définies dans l'ouvrage Dress Worn at Court, vêtements portés à la cour. Ce costume de cour japonais est extrêmement rare et date du début du XXe siècle. Orné de fleurs brodées d'or, symbole traditionnel du gouvernement japonais. Les tenues de débutantes constituent un autre point fort. On y voit une robe de soirée Vort de 1958 portée par Georgina Madeleine Marie Milner. Cette année est la dernière année où les débutantes ont été présentées officiellement au monarque, donc à l'époque Elisabeth II, à Buckingham Palace. Et à côté notamment une robe de bal datant d'environ 1845. La reine Victoria et le prince Albert organisèrent à Buckingham Palace leur deuxième grand bal costumé, après celui de 1842 sur le thème médiéval. Le thème retenu ici était le XVIIIe siècle, souvent appelé bal poudré, en référence aux perruques poudrées. Contrairement à beaucoup de costumes entièrement neufs, celui-ci réutilise de la soie brochée originale de Spitalfields du XVIIIe siècle pour le corsage et la jupe. C'était à la fois une solution économique pour éviter le coût d'un tissu neuf très cher et une façon d'obtenir un aspect plus authentique. Le style général reste néanmoins celui des années 1840, silhouette de l'époque. L'étape suivante dans le couloir est décoder les matériaux, où une vaste gamme de matériaux pour uniformes
vêtements de jour et de cérémonie étaient exposés sur un grand mur et où les visiteurs pouvaient toucher tissus, plumes d'autruche et des broderies perlées. Laïe ne m'avait rien dit à propos de cette exposition et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert qu'il y avait une robe entière de la reine Victoria ainsi qu'un de ses corsages de deuil. Ce dernier est daté d'environ 1870. Victoria avait alors une cinquantaine d'années et est considéré comme rare. Très peu de vêtements de la reine de cette époque, années 1870-80, ont survécu. Au XIXe siècle, des règles de convention sociale dictaient ce qu'il fallait porter après la mort d'un être cher. Ce rare corsage illustre le style de deuil de Victoria après la mort d'Albert, son époux. En raison de sa matière, il a été malheureusement très difficile à filmer, et oui, le tissu de crêpe noire absorbe toute la lumière, ce qui rend les vêtements encore plus sombres. Cette robe d'été légère a été portée par la reine Alexandra, épouse d'Édouard VII. Elle est de couleur blanche et mauve, et vous allez être étonnés, ce sont bien des couleurs de demi-deuil. Des petits crochets sont fixés à l'intérieur, au niveau de l'encolure. Ils servaient probablement à attacher un morceau de dentelle supplémentaire pour couvrir le cou. La robe a été donnée à la collection royale de robes de cérémonie par la petite-fille d'une ancienne dame d'honneur de la reine Alexandra. On pense qu'elle a été portée à Ascot et la légende raconterait qu'elle aurait été portée lors du premier Ascot auquel la reine Alexandra a assisté après la mort d'Édouard VII en 1910. Cependant, cela semble improbable car l'événement de juin 1910 est connu sous le nom d'Ascot noir en raison du port du deuil complet. Cette robe étant de style demi-deuil, elle a probablement été portée une année ultérieure. À côté, on y voit un dolman signé Dieu l'a fait et E bouclier de 1870. Les dolmans sont un type de cape devenu à la mode à la fin du 19e siècle. Ils se ferment sur le devant et sont suffisamment amples à l'arrière pour être portés par-dessus une tournure. Confectionnés en cachemire et soie, brodés d'une tresse de soie brun chocolat, rehaussés de motifs de spirales, de zigzags et de fougères stylisées, elles-mêmes rehaussées de galons argentés et dorés. Viennent ensuite 3 vêtements du duc de Windsor, exposés pour la première fois, dont un costume en tartan de 1897 hérité de son père George V. Égérie d'un vestiaire moderne, Lady Diana a transformé l'image de la princesse en bousculant le protocole. Dress Code met en lumière cette liberté de style en présentant des tenues inédites, comme la robe smoking en velours de soie vert signée Catherine Walker. La robe rouge en laine à sa droite est de 1984 et a été portée lors d'un événement officiel. À présent que nous avons fait le tour de cette incroyable exposition, il est grand temps de visiter le palais en lui-même. Lorsque l'on pense aux palais royaux de Londres, Buckingham vient généralement en premier, à juste titre, puisque c'est le palais qui sert aux événements officiels et que l'on voit généralement le plus dans les médias. Mais à quelques kilomètres seulement, au cœur de Kensington Gardens, se trouve un palais à l'histoire beaucoup plus intime et pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Car la demeure est grande, certes, mais ses pièces ne sont pas décorées comme dans un palais. On a donc vraiment l'impression d'être dans une belle villa et on s'y sent presque comme chez soi. Aujourd'hui encore, Kensington Palace demeure une résidence royale, mais pour comprendre ce lieu, il faut revenir bien avant les paparazzis qui ont fait tant souffrir Diana et bien avant la naissance de Victoria. Il faut revenir à la fin du XVIIe siècle,
Alors êtes-vous prêts à écouter cette histoire? À l'origine, Kensington Palace n'était pas du tout un palais. Le bâtiment que nous connaissons aujourd'hui n'était en fait qu'une maison de campagne relativement modeste appelée Nottingham House. Elle appartenait au comte de Nottingham et se trouvait alors à la périphérie de Londres. Et c'est justement cette situation qui va séduire les nouveaux propriétaires. En 1688, l'Angleterre traverse une période politique extrêmement mouvementée. Le roi Jacques II, catholique, est renversé pendant la Glorieuse Révolution. C'est alors son gendre protestant, Guillaume d'Orange, qui arrive au pouvoir avec son épouse Marie. Mais leur nouvelle position présente un problème très concret. Ils n'apprécient pas particulièrement là où ils sont logés. Le palais est au cœur de Londres, dans une ville bruyante, polluée et humide. Guillaume souffre notamment de problèmes respiratoires et cherche un endroit plus sain tout en restant suffisamment proche du centre politique et du Parlement. Kensington est alors à cette époque presque une campagne. C'est cette combinaison entre tranquillité et proximité avec Londres qui va convaincre le couple, et c'est ainsi qu'en 1689, qu'ils acquièrent Nottingham House et décident de transformer complètement la propriété. Pour réaliser cette transformation, ils font appel à l'un des architectes les plus célèbres de leur époque, Sir Christopher Wren. Mais Kensington Palace ne sera pas et ne doit pas être construit comme un immense château, bien au contraire. Le bâtiment conservera une grande partie de la maison d'origine, et c'est sans doute ça qui lui confère cet aspect de maison où l'on s'y sent bien. L'architecte va l'agrandir progressivement en ajoutant de nouvelles ailes, de nouvelles pièces et de nouveaux appartements royaux. Le matériau choisi est assez surprenant pour une résidence royale car il va choisir la brique. L'une des raisons est simple, le chantier doit aller vite et doit coûter relativement peu cher. Le résultat est donc très différent des grands palais monumentaux imaginés comme des symboles de puissance. La construction est menée à un rythme impressionnant. La reine Marie en particulier est extrêmement impliquée dans le projet. Elle vient régulièrement inspecter les travaux et pousse les ouvriers à accélérer. Mais cette précipitation va avoir des conséquences dramatiques. En novembre 1689, alors que les travaux sont encore en cours, une partie d'un nouveau mur s'effondre. Un homme meurt et plusieurs autres sont blessés. Marie venait de visiter le chantier quelques minutes auparavant. La reine est profondément bouleversée. Elle interprétera l'accident comme un avertissement divin. Pourtant, les travaux continuent et le couple s'installe dans le palais alors même que celui-ci n'est pas encore totalement achevé. C'est à cette époque que commence véritablement l'histoire royale de Kensington. Contrairement à l'image calme et presque mélancolique que le palais peut donner aujourd'hui, les lieux sont alors associés au luxe, aux fêtes et au divertissement. Le couple y organisait régulièrement des réceptions. Mais derrière toutes ces fêtes se cache aussi une réalité politique. Guillaume III utilise notamment certaines pièces du palais pour rencontrer ses informateurs et travailler sur ses campagnes militaires. Cette période d'innocence va être brutalement interrompue. La reine Marie meurt de la variole. Elle n'a alors que 32 ans et Guillaume est profondément affecté par sa mort. L'homme qui avait partagé avec elle le pouvoir, les projets architecturaux et les grandes fêtes devient alors beaucoup plus solitaire. Quelques années plus tard, le palais sera à nouveau associé à une mort, car c'est en 1702 que Guillaume III meurt après une chute de cheval. Blessé alors qu'il se trouvait à Hampton Court, il est conduit au palais de Kensington, où il rend l'âme peu après. Il meurt à l'âge de 51 ans.
Après le décès de Guillaume III, c'est sa belle-sœur, Anne, qui va vivre dans la demeure. Elle connaîtra 17 grossesses, mais aucun de ses enfants ne survit suffisamment longtemps pour lui succéder. Elle laissera surtout son empreinte dans les jardins, car elle y fait construire en 1704 une magnifique orangerie. À l'origine, le bâtiment doit permettre de cultiver des arbres et des plantes exotiques. Anne aime tellement cet endroit qu'elle y organise des réceptions pendant l'été. Elle l'utilise même pour une ancienne tradition royale constituant à distribuer de l'argent à des sujets considérés comme méritants à l'occasion de Pâques. La reine, dernière souveraine de la maison Stuart, d'une santé précaire tout au long de sa vie, meurt à l'âge de 49 ans en 1714 sans héritier. En vertu de l'acte d'établissement de 1701 qui exclut les catholiques de l'ordre de succession, le trône revient à son cousin germain, le prince électeur de Hanovre Georges Ier. Plus tard, Georges II monte sur le trône en 1727 avec son épouse, la reine Caroline. Cultivée, curieuse et très influente, elle aime réunir autour d'elle écrivains, philosophes et scientifiques. Elle s'intéresse également énormément au jardin et fait intervenir le paysagiste Charles Bridgman et le designer William Kent. Les jardins très géométriques du passé laissent progressivement place à une esthétique plus naturelle. C'est à cette période que le paysage autour de Kensington et de Hyde Park commence à prendre une apparence qui nous semble beaucoup plus familière aujourd'hui et devient le début des jardins dits à l'anglais. À l'intérieur du palais, plusieurs espaces témoignent encore de cette époque. L'un des plus impressionnants est le King's Staircase. L'escalier du roi, monumental, était emprunté par les visiteurs qui souhaitaient le rencontrer. Georges II est le dernier souverain à faire de Kensington Palace sa résidence principale. Après sa mort en 1760, son successeur Georges III préfère d'autres palais. Le lieu change alors progressivement de fonction et le centre du pouvoir royal se déplace. Mais le palais ne disparaît pas pour autant de l'histoire car il devient peu à peu une résidence attribuée à différents membres de la famille royale. Le 24 mai 1819, une petite fille vient au monde à Kensington Palace. Elle s'appelle Alexandrina Victoria. Elle ne le sait pas encore, mais elle deviendra plus tard la reine Victoria, alors que rien ne l'a prédestinée à une telle destinée. Victoria est en 5e place dans l'ordre de succession au trône britannique, après son père et les 3 frères aînés de ce dernier. Sa naissance survient dans un contexte particulièrement important. La monarchie britannique traverse alors une crise de succession. La princesse Charlotte, fille unique du futur George IV, est morte en 1817, après avoir donné naissance à un enfant mort-né. Il ne reste donc plus d'héritier légitime évident. Les frères du prince régent se précipitent alors pour se marier et avoir des enfants. Le père de Victoria, Edward, duc de Kent, épouse la princesse Victoria de Saxe-Cobourg et leur fille naît à Kensington. Mais elle ne connaîtra son père malheureusement que quelques mois car Edward meurt en janvier 1820. Victoria n'a alors que 8 mois. Elle grandit donc principalement avec sa mère et c'est ici que commence l'une des histoires les plus fascinantes liées à Kensington Palace. L'enfance de Victoria est extrêmement contrôlée. Elle n'est pratiquement jamais seule. Sa mère, la duchesse de Kent, est entourée par Sir John Conroe, un homme ambitieux qui souhaite renforcer son influence sur la jeune princesse. Un ensemble de règles très strictes est mis en place. On appellera cela plus tard le dispositif Kensington System.
Par exemple, elle ne doit pas descendre un escalier sans tenir la main de quelqu'un. Son emploi du temps est minutieusement organisé et ses contacts sont contrôlés. L'objectif est en partie de préparer la jeune fille à devenir reine. Mais Victoria ressent cette surveillance comme une véritable oppression. Elle rencontre très peu d'autres enfants car elle est constamment préparée à un avenir qu'elle-même ne peut pas encore mesurer. À partir de 1820, Victoria se rapproche du trône. Son père meurt en janvier de cette année-là, ce qui l'a fait progresser à la 4e place. Moins d'une semaine plus tard, le roi meurt à son tour et la montée sur le trône du prince régent fait passer Victoria à la 3e place. En 1827, meurt le duc d'York et la fait passer à la 2e place. Finalement, à la mort de son oncle George IV en 1830, Victoria devient l'héritière présomptive de son dernier oncle encore en vie, le duc de Clarence, devenu le roi Guillaume IV. Le Regency Act de 1830 charge la duchesse de Kent d'assurer la régence dans l'éventualité où Guillaume IV mourrait avant que Victoria ait 18 ans. Victoria fête ses 18 ans en mai 1837, âge qui lui permet de régner seule. La possibilité d'une régence, crainte car synonyme d'instabilité politique, se dissipe. Le roi Guillaume IV meurt un mois plus tard, en juin 1837, à l'âge de 71 ans. Et Victoria devient reine du Royaume-Uni. Dans son journal, la jeune souveraine écrivit « J'ai été réveillée à 6 heures par Mama, qui me dit que 2 hommes étaient là et qu'ils voulaient me voir. Je suis sortie du lit et me suis rendue dans mon salon en ne portant que ma robe de chambre, et seule, je les ai vus. L'on m'informa alors que mon pauvre oncle, le roi, n'était plus et avait expiré à 2h12 ce matin et que, par conséquent, je suis reine. » Les documents officiels préparés le premier jour de son règne la nommaient Alexandrina Victoria, mais le premier prénom est retiré à sa demande et n'est plus jamais utilisé. Désormais reine, elle quittera Kensington pour Buckingham Palace et ne vivra plus jamais à Kensington comme souveraine. Mais le palais restera à jamais associé à son enfance. La demeure redevient progressivement une résidence pour les membres moins centraux de la famille royale. Sa fille, la princesse Louise, y vivra notamment. Et c'est elle qui réalisera notamment la statue de sa mère qui se trouve devant Kensington Palace. Cette œuvre est dévoilée en 1893 à l'occasion du jubilé de diamant de Victoria. Mais c'est évidemment dans les années 1980 que Kensington Palace va entrer dans une nouvelle ère. En 1981, Charles, prince de Galles, épouse la magnifique Lady Diana. Le mariage est célébré à Saint-Paul le 29 juillet. Derrière les façades du palais se déroule donc une vie familiale relativement ordinaire. Mais à l'extérieur, la vie privée devient de plus en plus difficile à préserver. Diana va progressivement utiliser Kensington comme un espace où elle peut construire sa propre identité. Après le drame de 97 et l'accident qui provoque une onde de choc partout dans le monde, des milliers de personnes viennent déposer des fleurs devant les grilles. Le jardin lui-même deviendra plus tard associé à sa mémoire. Le palais demeure toujours une résidence royale en activité. Ce qui rend Kensington particulièrement intéressant, c'est peut-être la quantité de destins féminins qui y sont associés à des époques différentes. Marie est une reine qui participe directement à la transformation architecturale du palais.
Anne y laisse son orangerie. Victoria y passe une enfance extrêmement contrôlée avant de devenir l'une des souveraines les plus puissantes de son siècle. Et Diana transformera profondément la manière dont le public perçoit les membres de la famille royale. Aujourd'hui encore, lorsque l'on visite Kensington Palace, on traverse 3 siècles de vie royale. Et derrière chaque porte, chaque escalier et chaque mur, il reste quelque chose d'une époque disparue. Des voix, des souvenirs, des ambitions, des drames, ou simplement le passage d'une personne qui pendant des années a appelé cet endroit sa maison. Je filme en mode cinématique, meuf. Attends, vidéo. Son emploi du temps est minutieusement organisé.